Dans l'obscurité de cette nuit de juillet 2025, quelque chose d'inédit allait se produire. 12 chasseurs furtifs F-22 Raptor fendaient silencieusement les ténèbres mexicaines, porteurs d'une mission qui changerait à jamais les règles du jeu. Leur cible? Un complexe souterrain dissimulé dans la jungle du Sinaloa, capable de produire assez de fentanyl pour tuer 15 millions de personnes. En quelques secondes, ce qui était considéré comme l'une des forteresses les plus imprenables du narcotrafic mondial se volatilisait dans un brasier orange. Mais cette attaque n'était pas qu'une démonstration de force. Elle marquait le début d'une nouvelle ère dans la lutte antidrogue américaine, une ère où les cartels ne seraient plus considérés comme de simples organisations criminelles, mais comme des ennemis de guerre. Imaginez un instant l'empire que ces barons de la drogue avaient bâti. Rafael Caro Quintero, surnommé le narco des narcos, avait révolutionné le trafic de cocaïne dans les années 80, créant les routes qui alimentent encore aujourd'hui les rues américaines. Libéré de prison en 2013 sur un vice de procédure, il n'avait pas disparu dans l'ombre. Au contraire, depuis ses bunkers secrets du Sinaloa, équipés d'internet satellite et de tunnels d'évasion, il dirigeait un réseau criminel plus sophistiqué que jamais. Les frères Trevino Moral avaient transformé Los Zetas en une véritable armée privée. Anciens militaires d'élite, ils appliquaient des tactiques de guerre urbaine avec une précision chirurgicale. Leurs soldats conduisaient des véhicules blindés, utilisaient des lunettes de vision nocturne et menaient des opérations coordonnées qui terrifiaient des villes entières du nord-est mexicain. Ils ne dirigeaient pas un cartel, mais une force paramilitaire. Vicente Carrillo Fuentes régnait sur Juárez d'une main de fer. Après avoir hérité de l'empire de son frère, le légendaire Seigneur des Cieux, il avait fait de cette ville frontalière l'une des plus dangereuses au monde. Entre 2008 et 2012, plus de 10 000 personnes périrent dans cette guerre de territoire pour le contrôle des ponts reliant Juárez à El Paso. Ces passages stratégiques étaient les artères vitales par lesquelles transitaient cocaïne, héroïne et fentanyl vers les États-Unis. Mais la véritable force de ces organisations résidait dans leur architecture invisible. Imaginez des complexes souterrains creusés dans la montagne, équipés de laboratoires climatisés, de quartiers d'habitation et de voies d'évacuation secrètes. Ces forteresses fonctionnaient en autarcie totale, alimentées par des générateurs indépendants et protégées par des systèmes de communication cryptés. Pendant des décennies, elles sont restées invisibles aux satellites et aux forces de l'ordre. Selon Unsight Crime, les cartels de Sinaloa et de Jalisco Nouvelle Génération contrôlent désormais plus de 60% de la production mondiale de fentanyl. En 2024, les autorités américaines ont saisi près de 10 tonnes de cette drogue mortelle, la plupart provenant de ces super laboratoires mexicains. Mais tout allait changer grâce à une révolution technologique. Les satellites espions peuvent maintenant détecter les signatures thermiques de structures cachées, même sous l'épais couvert de la jungle tropicale. Les drones équipés de capteurs infrarouges et d'intelligence artificielle cartographient des complexes entiers en temps réel. L'interception des communications révèle les routes de transport et les sites de stockage. Ces technologies, autrefois réservées à la traque de cellules terroristes au Moyen-Orient, sont devenues les armes secrètes de cette nouvelle guerre antidrogue. Ce qui était invisible devenait soudain parfaitement visible. Et cette révélation allait tout changer. L'opération de juillet 2025 avait été planifiée pendant des mois. Les analystes de la CIA avaient scruté des milliers d'images satellites, intercepté des communications cryptées et utilisé l'imagerie thermique pour traquer des signatures de chaleur suspectes dans la jungle. Les renseignements confirmaient la présence d'un super laboratoire capable de produire des quantités massives de fentanyl. Avec plus de 84 000 morts par overdose aux États-Unis l'année précédente, l'urgence était absolue. Le choix de l'armement était crucial. Les bombes GBU-39, pesant seulement 113 kg chacune, peuvent frapper leur cible avec une précision de 1 mètre. Cette précision chirurgicale était essentielle pour minimiser les dégâts collatéraux dans un environnement où villages et civils pouvaient se trouver à proximité. Cette nuit-là, 24 bombes GBU-39 furent larguées par 12 F-22, traversant silencieusement les nuages avant de frapper le laboratoire en vagues coordonnées. La première détonation détruisit les chambres de mélange chimique. La seconde provoqua une réaction en chaîne dans les réservoirs de stockage. En quelques secondes, le site disparaissait, ne laissant derrière lui que terre calcinée et débris tordus. Les F-22, volant sans feu ni signaux détectables, n'apparurent jamais sur les radars mexicains. Leur approche fut orchestrée pour éviter toute confrontation avec les défenses aériennes locales. Officiellement, les jets restèrent dans l'espace aérien international jusqu'au moment du largage, une zone grise juridique destinée à éviter les accusations de violation de souveraineté mexicaine. L'impact psychologique fut peut-être plus dévastateur que la destruction physique. En quelques jours, les réseaux de cartels commencèrent à s'effriter. Les informateurs rapportèrent que des dirigeants de niveau intermédiaire abandonnaient des planques qui fonctionnaient sans encombre depuis des décennies.
Les convois interrompirent leurs routes habituelles, optant pour des chemins non testés ou suspendant complètement leur mouvement. Dans le Sinaloa, des opérations autrefois florissantes se turent tandis que les opératifs tentaient désespérément de déterminer si d'autres frappes étaient imminentes. La destruction d'un seul laboratoire envoyait un message plus large. Les cartels n'étaient plus en sécurité dans l'ombre. Selon le New York Times, des factions rivales au sein du cartel de Sinaloa profitèrent du chaos pour défier l'autorité de leurs concurrents. À la suite de la frappe, des escarmouches internes éclatèrent, les commandants rivaux s'accusant mutuellement d'avoir divulgué des informations. D'après Inside Crime, la violence à Culiacán bondit de 39 homicides par mois à 116 en octobre 2024, révélant de profondes fractures dans la structure de pouvoir du cartel. Cette désorganisation s'étendit à la logistique. Les chaînes d'approvisionnement des cartels, autrefois fluides et bien gardées, devinrent imprévisibles. Les routes connues étant compromises, les trafiquants se tournèrent vers des corridors alternatifs. Largage aérien dans des zones désertiques isolées et contrebande maritime via l'Amérique centrale. Mais les cartels ne restèrent pas passifs. Au Chiapas, l'activité de drones liée aux organisations criminelles augmenta considérablement, signe que les cartels s'adaptaient déjà. L'intelligence artificielle commençait à analyser leurs nouvelles tactiques. Submersibles autonomes pour éviter la surveillance maritime et même des systèmes de guerre électronique rudimentaires. Diplomatiquement, les tensions entre les États-Unis et le Mexique s'intensifièrent. Derrière les portes closes, Washington lança un ultimatum: coopérer ou faire face à des représailles économiques. Le président Trump menaça d'imposer des tarifs de 25% sur toutes les importations mexicaines, une mesure qui pourrait paralyser l'industrie d'exportation de 400 milliards de dollars du Mexique. Réticente, la présidente Claudia Sheinbaum autorisa un partenariat sécuritaire limité. Ce partenariat incluait le déploiement de 10 000 soldats mexicains dans les régions frontalières et les points chauds des cartels. La CIA reçut une autorisation temporaire pour mener des missions de surveillance depuis un aérodrome discret près de Mexico. Le 28 février 2025, 29 figures importantes des cartels furent extradées vers les États-Unis, incluant Rafael Caro Quintero et des membres de la famille Trevino Moral. Les résultats furent immédiats. Les données de la DEA montrèrent des saisies records de drogue début 2025. 9 tonnes 950 kg de fentanyl et 50 tonnes 575 kg de méthamphétamine. Mais cette nouvelle stratégie militaire soulève des questions profondes. En classifiant officiellement les cartels comme organisations terroristes étrangères, les États-Unis ont franchi un seuil légal et stratégique majeur. Cette décision autorise l'usage d'outils et tactiques de grade militaire autrefois réservés aux zones de guerre comme l'Irak et l'Afghanistan. L'avantage des capacités militaires est indéniable. Les forces armées possèdent une précision, une portée et une puissance de feu inégalées. Les frappes aériennes peuvent éliminer des cibles au cœur de territoires hostiles avec un risque minimal pour le personnel américain. La surveillance par drone offre une surveillance 24 heures sur 24, et les satellites mettent constamment à jour les mouvements et activités. Cette guerre n'est plus une question de poursuite de criminels. Il s'agit de redéfinir la sécurité nationale et la responsabilité partagée. Le monde observe attentivement. Ce qui vient ensuite pourrait déterminer non seulement l'avenir des relations américano-mexicaines, mais l'effort mondial pour mettre fin à une crise qui a coûté trop de vies. Le prochain chapitre de ce conflit reste à écrire, mais les choix faits maintenant le façonneront.